Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Première date, le 4 décembre dernier. Le Premier ministre prenait un décret interdisant l'accès du public aux remontées mécaniques. Cette décision n'est pas apparue comme une surprise pour les acteurs de la montagne, compte tenu des propos tenus par le président de la République fin novembre. Mais je rappelle, et vous connaissez par cœur la situation, que ces conséquences sont désastreuses pour le secteur, qui représente environ 18 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Déjà fragilisé par la fin brutale de la saison 2019-2020, du fait du premier confinement et un été en demi-teinte, la filière de la montagne va subir de nouvelles pertes économiques sèches, ce que reconnaît d'ailleurs le juge des référés du Conseil d'État dans son ordonnance du 11 décembre 2020. Deuxième date, le 7 janvier, qui avait été fixée comme éventuelle date de réouverture. Pourtant, et sans tenir compte des données épidémiologiques encourageantes d'autres pays voisins du nôtre, et n'ayant pas fait le choix de fermer leur remontée mécanique, la réouverture a été repoussée. Il est maintenant temps d'écouter la demande qui avait été formulée dès le début par les acteurs de la montagne, c'est-à-dire une date de reprise d'activité soit fermement fixée et s'y tenir, ou nous dire si nous allons vers une saison blanche. Il n'est plus possible de continuer à tenir l'ensemble des acteurs économiques de la montagne de l'obscurité. Vous le savez, vous êtes en lien direct avec les professionnels. Cette décision est un véritable coup de massue pour les territoires de montagne qui comptaient énormément sur cette saison hivernale pour tenter de rattraper le retard économique accusé. Opérateurs de remontées mécaniques, commerçants, professionnels de l'immobilier, collectivités territoriales, activités indépendantes comme les médecins ou les pharmaciens, tous sont concernés. Sans la fréquentation touristique française et étrangère, l'économie de montagne est à l'arrêt. Les taux d'occupation des stations atteignent à peine les 10% pour les plus touchés et les domaines skiables ont déjà perdu entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires annuel sur la seule période des vacances de fin d'année. La décision du gouvernement va donc compromettre durablement les capacités d'investissement de l'ensemble des acteurs de la montagne, notamment la filière d'excellence des sports d'hiver, qui anticipe une baisse des investissements de 50%. En outre, les aides mises en place par le gouvernement ne suffiront pas à pallier la fermeture si celle-ci continue de s'éterniser. Pour éviter une véritable catastrophe, il faut à tout prix que le gouvernement mette en œuvre les propositions de bon sens et raisonnables que les acteurs de la montagne et les élus vous ont inlassablement demandé de mobiliser. Il y a des moyens de limiter la propagation du virus et les accidents. Utilisez-les, mais ne laissez pas à l'abandon cette économie qui, en raison de ses spécificités, ne pourra pas reprendre une activité normale au printemps. J'ai transmis les principales propositions que nous avons formulées au Premier ministre par un courrier, sans réponse à ce jour, que je tiens à votre disposition. Au nom de l'ensemble des acteurs de la montagne, je vous prie de faire le bon choix et de permettre une reprise d'activité le plus rapidement possible. Deux mesures me paraissent particulièrement intéressantes à mettre en œuvre sans débourser un euro. Il s'agit d'une part d'étaler les vacances d'hiver sur 6 semaines au lieu de 4, afin de soutenir l'activité des stations sur les ailes de saison. D'autre part, il peut être envisagé de différencier les restrictions selon les départements, comme c'est le cas actuellement pour le couvre-feu, en observant le taux moyen d'occupation des lits d'hôpitaux. Les stations des départements situées en dessous d'un certain seuil pourraient alors être autorisées à rouvrir leur remontée mécanique. J'espère, monsieur le ministre, que vous envisagerez sérieusement ces propositions. L'évocation de cette différenciation m'amène au second point de mon propos. Il faut continuer d'avancer sur le chemin d'une meilleure adaptation des normes législatives, réglementaires, aux spécificités des territoires de montagne et des massifs. Ce travail doit être fait dès la conception de ces normes. Un travail comparable sur le maillage des services publics est également important. Plusieurs propositions sont faites dans le rapport qui a été adopté par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le 15 juillet dernier, et mes collègues y reviendront, je pense notamment à Dominique Estrosi Sassone. Renforcer les liens avec le Conseil national d'évaluation des normes et le Conseil national de la montagne, on y revient, ou encore prévoir des expérimentations spécifiques seraient des premiers pas. Pour répondre à la désertification médicale, il me semble nécessaire de modifier le fonctionnement et la gouvernance des agences régionales de santé, de favoriser le développement de l'offre de stage en ambulatoire en zone de montagne et la création de maisons de santé pluriprofessionnelles, ainsi que, bien sûr, garantir le maintien d'une offre hospitalière de qualité en proximité. L'accès territorial au numérique et la lutte contre l'illectronisme sont également des sujets prioritaires. Votre gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux qu'il est plus que jamais nécessaire d'atteindre. Enfin, des questions d'attribution de compétences se posent également, comme pour l'eau et l'assainissement. Une proposition de loi a d'ailleurs été déposée récemment. Le dernier sujet que je souhaite aborder est l'adaptation des territoires de montagne au réchauffement climatique, qui remet durablement en cause le modèle économique de ces territoires. Cette problématique a été peu abordée par les précédentes lois dites montagne, alors qu'elle est vitale pour nos territoires, surtout pour les stations de basse et moyenne altitude. Pour rappel, depuis les années 50, les températures annuelles moyennes dans les Alpes ont augmenté de 2 degrés.
Si le risque de disparition des sports d'hiver est limité à l'horizon 2040-2050 pour les stations situées au-dessus de 1800 mètres d'altitude, l'ensemble des stations sont confrontées au manque d'enneigement, en particulier sur les ailes de la saison hivernale. Cette situation est très préoccupante, car la viabilité d'un domaine skiable suppose une durée minimale d'ouverture de 100 jours par an pour la grande majorité. Certes, des outils existent pour sécuriser l'enneigement, je pense notamment à la neige de culture, mais nous devons trouver des solutions pérennes, écologiques et moins coûteuses pour les stations, notamment pour les plus petites. Même sans neige, la montagne est et doit rester un espace attractif pour les Français et les touristes étrangers. Aussi, j'ai proposé 2 pistes principales dans le cadre de mon rapport adopté le 15 juillet dernier. D'abord, il faut accompagner les territoires de montagne dans le développement d'un tourisme 4 saisons ou 2 saisons plus et la diversification des activités touristiques. Je pense par exemple au VTT, à la randonnée, à l'escalade, au parapente, aux loisirs en eau vive et à d'autres activités à imaginer et à développer. À cet effet, des plans stratégiques d'adaptation au changement climatique pourraient être élaborés à l'échelle des comités de massif. Cela suppose également de travailler sur le développement des servitudes estivales. Le concours de l'État et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui dispose depuis peu d'un programme spécifique pour la montagne, sera déterminant pour aider les collectivités à construire et faire aboutir leurs projets. Ensuite, cette transition doit être soutenue et accompagnée au plan financier. Il est donc nécessaire de créer un fonds spécifique d'adaptation au changement climatique en zone de montagne pour restructurer les activités économiques face au recul de l'enneigement et financer la réhabilitation énergétique de bâtiments touristiques. Dans le cadre du projet de loi de finances 2021, j'avais d'ailleurs proposé un amendement pour mettre en place ce fonds à hauteur de 15 millions d'euros par an pendant 2 ans. Nous pourrions aussi penser à un gel du fonds de péréquation intercommunale et communale pour 1 ou 2 ans. Il conviendrait également de prolonger la possibilité pour les remontées mécaniques relevant des régies dotées de la seule autonomie financière de recourir à l'activité partielle. Une expérimentation était prévue par la loi Montagne 2. Elle a pris fin. Les textes pris pendant la crise sanitaire ont permis d'apporter une réponse immédiate à cette problématique. Je souhaite qu'elle soit durablement traitée. Avant de conclure, je souhaiterais vous poser 2 questions, Monsieur le Ministre. D'abord, s'agissant de la réouverture des remontées mécaniques, vous le voyez venir. Quel horizon pouvons-nous donner à la filière et comment l'État compte-t-il compenser les pertes des professionnels ? Ensuite, concernant le projet de loi 4D, le gouvernement prévoit-il d'inscrire des mesures spécifiques pour le développement des territoires de montagne ? Enfin, Monsieur le Ministre, pour avoir siégé à vos côtés à la Commission nationale de la montagne, je connais votre attachement, votre engagement et votre soutien aux territoires de montagne. Et quand viendra le jour de plaider à nouveau notre cause auprès des membres du gouvernement et du président de la République, c'est nous qui serons à vos côtés. Merci pour votre soutien.